Bonsoir à tous et bienvenue pour le Social Gone Show. Social Gone Show, c'est quoi? C'est votre nouvelle émission pour Social Gone, pour vous les fans. Une émission 100% foot d'environ 45 minutes à 50 minutes. Une émission où nous débriefons l'actualité de l'Olympique lyonnais avec plusieurs thèmes. Et ce soir, à mes côtés, pour m'accompagner, Baptiste Berthelin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Baptiste, tu es rédacteur à Social Gone et tu es également étudiant en journalisme, c'est ça? Tout à fait. Merci Hugo. Avec moi également pour ce soir, Artus Vaillant. Artus, étudiant et rédacteur à Social Gone. Salut Artus. Salut à tous. Donc le podcast Social Gone est donc notre nouvelle émission. Nous essaierons de l'animer une fois par semaine. Moi c'est Hugo Caprioli. Vous me retrouvez également sur Social Gone. Je suis également étudiant en journalisme et donc je rédige également des articles pour Social Gone. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'émission avec notre premier thème qui concerne le mercato estival de l'Olympique lyonnais. Alors, avant de débuter ce thème-ci, je vais faire le bilan du mercato lyonnais avec notamment en ce qui concerne les départs. Plusieurs joueurs sont partis cet été. C'est le cas notamment de Mariano. À la surprise générale, à 2 jours de la fin du mercato, Mariano Diaz est retourné dans son club formateur au Real de Madrid. Mouktar Diakhaby est également parti du côté de Valence, toujours en Espagne. Misian Maolida, un grand espoir offensif lyonnais, s'en est allé à Nice. William Goebbels est parti à Monaco, autre espoir lyonnais. Et également Jean-Philippe Mateta qui lui a filé en Bundesliga et à Mayence. Du côté des arrivées, l'OL avait officialisé 2 joueurs l'hiver dernier. Ils sont donc arrivés cet été à l'OL. Il s'agit tout d'abord de Martin Terrier, le joueur qui était prêté la saison dernière à Strasbourg mais qui appartenait à Lille. L'OL a dépensé la somme de 15 millions d'euros pour s'arracher cet espoir offensif. Également Léo Dubois, le latéral droit nantais, est venu en fin de contrat poursuivre sa progression à Lyon. Également Jason Demeyer, qui appartenait à Manchester City mais qui jouait la saison passée à Galatasaray, qui est venu pour remplacer Mouktar Diakhaby dans l'effectif lyonnais. Enfin, Pintor, un joueur offensif du stade brestois, qui est également venu en fin de mercato, tout comme Moussa Dembélé, la recrue phare, si je peux dire, de l'OL cet été, celui qui est censé remplacer Mariano Diaz. Voilà, Moussa Dembélé, c'est un grand espoir également français, qui a marqué énormément de buts au Celtic Glasgow et à Fulham, notamment en Champions League, et qui éclate également beaucoup en espoir et qui score beaucoup. Donc, pour résumer ce mercato, l'OL a gagné plus d'argent dans ses ventes qu'il n'en a dépensé avec ses recrues. Et on peut mettre en lumière notamment le départ inattendu de Mariano, un des joueurs phares de l'Olympique lyonnais, à 2 jours de la fin du mercato. Ce départ est assez inattendu. Alors, pour vous, Artus et Baptiste, quels sont les points positifs et négatifs de ce mercato estival lyonnais? Je vais commencer par toi, Artus. Alors déjà, il y a la prolongation d'Aouar et Mendy jusqu'en 2023. Je trouve plutôt bonne parce que c'est quand même 2 gros espoirs du club. Ensuite, il y a les cadres qui restent, comme Fekir ou Depay. Et on peut aussi dire Ndombele. On rappelle, Artus, je me permets de te couper, Nabil Fekir, au mois de mai, avant son départ à la Coupe du Monde en Russie, avait effectué une visite médicale à Clairefontaine avec les dirigeants du club de Liverpool. Et ceux-ci ont tenté au dernier moment de baisser le prix, c'est ça, du transfert de Nabil Fekir, et donc celui-ci a capoté. Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a Martin Terrier que je pense va être la bonne pioche du mercato. Pourquoi, selon toi? Parce qu'il est très très efficace. Il a un vrai sens du but. Il a prouvé pour les matchs en tête, mais il a quand même. Dans les matchs amicaux notamment, il a marqué 5 buts cet été. C'est ça. Et je le trouve vraiment bon et je pense qu'il peut bien s'intégrer dans la rotation. T'as quelque chose à rajouter sur les points positifs du mercato? Pas vraiment, non, pour les points positifs. Et Baptiste, à toi pour les points positifs? Alors, moi, en général, je suis relativement d'accord avec ce que vient de dire Artus, mais j'aimerais souligner surtout l'arrivée de Deneyer, qui est quand même, alors il est pas énormément connu, parce qu'il faut rappeler qu'il
qu'il était en contrat avec City et qu'il n'a pas disputé un match avec City, mais c'est quand même un grand espoir du football belge. Et je pense qu'il peut vraiment renforcer notre défense avec Marcelo qui s'est quand même installé depuis la saison dernière comme le capitaine de cette défense et qui peut vraiment apporter une solidité défensive pour les matchs de Ligue 1 et notamment les matchs de Ligue des Champions. Toi d'ailleurs, Jason Denayer, tu le connais bien parce que tu es en train de rédiger un article, un petit article qui sortira bientôt sur Jason Denayer. Tout à fait. Et vraiment, c'est bien son parcours. Voilà, vraiment un joueur qui a été prêté ces dernières saisons, notamment l'année dernière à Galatasaray, qui a fait 22 matchs avec le club, ce qui peut paraître faible, mais qu'il y a 3 ans que ça, qui a été prêté au Celtic, le club d'où vient Moussa Dembélé notamment, et qui avait été élu meilleur jeune joueur du championnat lors de la saison 2014-2015. Donc je pense qu'on peut vraiment en reposer quelques espoirs dessus, malgré le départ de Diakabi qui peut paraître un peu dommageable, parce que c'était quand même un jeune espoir du club qui nous a notamment fait beaucoup de bien dans la phase d'Europa League il y a 2 ans. Alors pour vous justement, on est en train de parler là de Jason Denayer, le défenseur belge. Est-ce que pour vous, à terme, Jason Denayer peut pousser Jérémy Morel sur le banc des remplaçants et viser tout simplement une place de titulaire aux côtés de Marcelo dans la défense lyonnaise? Alors, clairement, ouais. Parce que il a fait un match. C'était vraiment des trucs maintenant, mais il a contre Nice avec l'OL, son premier match. Et s'il continue sur cette lancée, je le trouve vraiment supérieur à Morel. Non, mais je me permets, j'ai un peu fait quelques recherches sur lui, et il a une capacité que n'a pas Jérémy Morel de se projeter vers l'avant, une capacité de relance qui nous manque, moi je pense, depuis le départ de Samuel Umtiti. Et vous verrez, pour les auditeurs, j'ai mis un extrait d'une de ses capacités de relance et son apport offensif. Il a un réel apport offensif dans le jeu, et j'espère que d'ici quelques matchs, il pourra le montrer avec le maillot de l'OL. D'ailleurs, Baptiste, pour appuyer ton raisonnement, j'ai une stat qui me revient en tête. Donc pour son premier match sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, donc face à Nice, il y a 2 semaines maintenant de ça, Jason Denayer, une petite stat, n'a raté aucune de ses passes. Ouais, mais c'est dire, donc voilà, c'est la propreté dans son jeu de passe. Tout à fait. Alors, donc vous n'avez rien à rajouter de plus sur Denayer? Rien du tout. Alors, sur les autres points positifs, moi j'avais noté la recrute quand même de Moussa Dembélé. Oui. Quand même un espoir offensif. Est-ce que pour vous, Moussa Dembélé ressemble à une bonne pioche, simplement? Alors moi, personnellement, je suis assez sceptique. Je vais être honnête, on a quand même mis 22 millions sur ce joueur. Alors certes, on a gagné 23 avec Mariano, donc on va dire qu'on en gagne 1. Mais je suis relativement assez sceptique parce que malgré ses bonnes prestations en équipe de France Espoir et avec le Celtic Glasgow, faut pas oublier que voilà, le championnat écossais, c'est pas la Liga, c'est pas la Bundesliga, c'est pas la Ligue 1, c'est beaucoup plus faible. Je pense qu'on peut demander à tous les auditeurs. Moi, j'ai regardé quelques matchs du Celtic pour m'enseigner sur le joueur, mais sinon, j'avais jamais regardé avant. Alors, à part, certes, on peut mettre de son côté qu'il avait marqué contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, mais c'est tout. Donc je pense qu'il a vraiment ses preuves à faire en Ligue 1, et s'il fait ses preuves en Ligue 1, là on pourra dire que ça peut devenir un top joueur. Et toi, Artus? Je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Baptiste. Enfin, je ne connais pas encore assez le joueur pour le juger. Et à part avec les espoirs où il était assez bon, mais sinon, ouais, j'ai jamais trop suivi le championnat écossais. Après, voilà, on parle d'un jeune joueur qui a seulement 22 ans, il a vraiment tout à prouver à l'OL. Il passe derrière Mariano quand même. Je pense que c'est un profil qui va être différent de Mariano. Je pense que Dembélé a plus cette capacité-là à jouer avec ses partenaires, notamment dans son jeu de remise. Je pense que techniquement, il est supérieur à Mariano. Et je pense que c'est un profil différent de Mariano, même si tous les deux sont très attachés au but. Mais c'est dur de passer derrière Mariano, hein. Faut pas l'oublier. Mariano, il est quand même arrivé après le départ quand même d'Alexandre Lacazette. Inconnu au bataillon, Mariano. Là, voilà, qui jouait avec la Castilla du Real. Donc il passe derrière Alexandre Lacazette qui a mis une centaine de buts, 100 buts je crois avec le maillot de l'OL. En Ligue 1, il a mis 600 buts. Voilà, donc faut quand même se dire que c'était pas n'importe quel joueur Alexandre Lacazette, et que Mariano avait vraiment une grande place à se faire au club, et je trouve qu'il l'a quand même bien fait, et qu'il parte
parte au bout d'un an, pour moi, même si on peut lui reprocher des fois qu'il soit trop perso, qu'il aille tout le temps vers le but, faut quand même pas oublier qu'il a inscrit 18 buts avec l'OL, je crois, et que va falloir le remplacer, quoi. C'était pas n'importe qui. Alors maintenant, il retourne au Real, on verra ce qu'il fait au Real. Mais il a d'ailleurs pris le numéro de Cristiano Ronaldo. Voilà, tout à fait. Donc il a des ambitions, très bien, il retourne au Real, mais il va falloir le remplacer correctement à l'OL. Et je pense que Moussa Dembélé, il va avoir une très très grosse pression sur les épaules dans les matchs à venir. Pour toi aussi, Arthus, ça a été une surprise de voir Mariano quitter le club lyonnais après seulement une saison club? Pas forcément, si on prend en compte la fin de saison lyonnaise où il a un peu disparu au fil des matchs. C'est après, je crois, j'ai oublié le nom du sélectionneur du Pays-Bas, qui avait Ronald Koeman. Voilà, au poste de 9, et du coup après Memphis s'était imposé au poste et il était devenu remplaçant, donc c'est pas si étonnant que ça, mais à 2 jours quand même ça peut surprendre. Enfin, c'est assez mal géré, je trouve, de la part du club. Autre point positif de ce mercato lyonnais, c'est la prolongation au moins d'une année supplémentaire de Nabil Fekir sous le club donc de son cœur. Le capitaine lyonnais reste à Lyon pour cette saison 2018-2019. Là aussi, on peut quand même parler d'un côté positif de ce mercato. Alors, oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il a dit en interview qu'il restait pas à contre-cœur, que maintenant c'était à contre-cœur, qu'après son transfert avorté à Liverpool, et qu'il était 100% consacré à l'OL, mais faudra le voir dans le jeu. Alors maintenant on peut pas le juger, il a joué des bouts de match avec l'OL depuis le début de saison, il a joué 10 minutes avec les Bleus, donc faut attendre de voir. Mais moi quand même, je vais être honnête, j'attends presque plus de lui cette saison que l'année dernière. Parce que voilà, c'était déjà notre top joueur l'année dernière, mais là il a failli partir, donc je trouve qu'il a encore augmenté d'un niveau. De plus, il est champion du monde, donc vraiment, pour moi, on a vraiment besoin de lui cette saison avec la Ligue des Champions, donc je pense qu'il a une grosse pression sur les épaules. Et toi, Arthur? Ouais, c'est un peu celui qui va devoir faire le jeu comme d'hab. Et là, il va avoir un nouveau joueur, Dembélé, avec qui jouer. Donc, on reviendra plus tard dans l'émission sur le système adopté. Quel système de jeu adopté pour l'OL, avec notamment les présences sur le plan offensif de Terrier, de Traoré, de Memphis, de Dembélé. Bref, c'est clair que Bruno Genesio va avoir des mots de tête pour faire son choix. Et pour en revenir donc sur le mercato lyonnais, Baptiste, je te pose la question à toi. Pour toi, quels sont les éléments négatifs de celui-ci? Alors, moi, par surprise, il n'y en a pas énormément. Alors bien sûr, donc on vient d'évoquer la perte de Mariano, pour moi qui est une grande perte. Peut-être que dans 3 semaines ou dans un mois, je dirais tout à fait le contraire. Peut-être que Dembélé aura planté un quadruplé face à Caen par exemple. Mais face à City. Oui, espérons face à City. Mais pour moi, plusieurs pertes, Goebbels et Maolida, parce que c'est vrai qu'on ces dernières années quand même on reposait beaucoup sur la formation de l'OL. On en attendait beaucoup sur la formation de l'OL et là on perd quand même 2 jeunes buteurs sur lesquels on avait beaucoup d'espoir et on les vend pour des belles sommes. Goebbels 20 millions à Monaco et pareil je crois à Nice pour un peu moins 10 millions mais un pourcentage assez important. Voilà, donc c'est quand même relativement important. Donc c'est vrai que c'est 2 pertes notables et qui montrent peut-être un changement dans la philosophie du club, qui montre peut-être que ça y est, l'OL passe dans un cran au-dessus, maintenant qu'on a notre stade qui commence à être payé, et que maintenant, le centre de formation, ça passe, c'est annexe, quoi. C'est maintenant, on peut recruter des top joueurs, Dembélé, on avait fait Memphis, on avait fait Mariano, même s'il était inconnu au bataillon. Traoré qui est un peu coup-ci coup-ça selon moi, mais qui est quand même un bon joueur qui vient quand même de Chelsea. Mais c'est vraiment 2 pertes notables et on voit que Goebbels, il est parti, il fait des déclarations hallucinantes, il dit oui, je vais faire mieux ou j'espère faire mieux que Mbappé à Monaco. Déjà, je sais pas comment on peut mieux faire que Mbappé à Monaco. Et il est même pas sur la liste de Ligue des Champions de Monaco. À Monaco dans l'espoir de plus jouer, voilà. De s'affirmer, mais Monaco ne pas sur sa liste. Voilà. Donc pour moi c'est dommage pour lui et c'est dommage pour le club. Donc pour moi les 2 points négatifs du mercato c'est cela. Et pour toi Arthur, quels sont les aspects négatifs du mercato lyonnais? Alors j'en aurais 3. Tout d'abord le manque de logique dans le mercato.
Parce que comme l'a dit Baptiste, on a vendu nos principaux espoirs, enfin quelques espoirs comme Del Castillo, Diakabi, Maolida ou Goebbels, pour en racheter d'autres comme Pinter ou Griffiths. Donc je comprends pas trop la logique, sachant qu'on a un club qui s'est vachement appuyé sur notre centre de formation, de prendre des joueurs alors qu'on on vend, prendre des espoirs alors qu'on vend les nôtres. Ensuite, je trouve que notre effectif il est pas gagné pour la Ligue des Champions. Olas, il avait promis 2 mondialistes et on se retrouve avec aucune valeur sûre dans les recrues. Enfin, parce que se qualifier pour la Ligue des Champions, ça implique d'acheter des joueurs préparés à cette compétition et je trouve qu'on n'en a recruté aucun qui est préparé à ça. Ouais, Monaco non plus, hein, dans ce cas-là. Je te coupe. Non, mais là, Ouais, non, mais. Et on n'a pas fait de. On n'a pas recruté des joueurs au poste qu'il fallait. Par exemple, on n'a pas de remplaçant à tout ça. On n'a pas de taulier en défenseur central. Du coup, on s'est pas forcément amélioré au poste où on en avait le plus besoin. Ouais, je vais y venir ça. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Pour appuyer un peu ton raisonnement, Artus, c'est vrai que pour les aspects un peu négatifs du mercato lyonnais, notamment si Lucas Touzard, tout simplement pour souffler, le mettre un peu sur le banc, ou s'il venait à se blesser, voilà, à Lyon, qui on met comme numéro 6? Diop. Diop, c'est un numéro 8. Ouais, mais il peut jouer en 6, je pense. Oui, voilà, il peut dépanner, c'est sûr. Il peut dépanner, mais c'est vrai qu'on n'a pas de réel 6. Il y a un joueur qui est un peu placardisé à Lyon et qui n'a vraiment pas eu sa chance, c'est Olivier Kemen. Et Olivier Kemen, à lui, ce profil pour évoluer en Suisse, mais. C'est vrai. Et je pense qu'il est plus dans les esprits de Bruno Genesio, Olivier Kemen. C'est fini. Ah bah, je pense que. Honnêtement, on prêtait au Gazélec la saison dernière, si je me trompe pas. Et je pense que Kemen, c'est clair, c'est un grand espoir du club. Et en attendant, il est toujours dans le club et là pour l'instant il évolue avec la CFA, mais voilà, il pourrait dépanner. Jordan Ferry aussi pourrait dépanner exceptionnellement en 6. Mais voilà, on a à l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas un deuxième 6 là dans l'effectif. Si jamais Lucas Touzard venait à se blesser. Moi j'ai 2 doutes sur nos recrues offensives. J'ai peur que le jeune Lenny Pintor de Brest et l'anglais qui est arrivé Griffiths. En fait, moi j'ai peur que ça finisse comme Jean-Philippe Mateta, quoi. Alors, Jean-Philippe Mateta recruté au dernier moment, Joker médical, on recrute un gars de national qu'on paye 5 millions, je crois. Et j'ai peur qu'ils aient jamais leur chance. Et Griffiths, je crois qu'il est même pas sur la liste de Ligue des Champions. Et je crois que Pintor il y est, mais je pense qu'ils auront très très peu de jeux avec les pros cette année. Et j'ai peur que l'été prochain, on s'en sépare de un, voire les deux. Après, il y a toujours la solution du prêt qui existe. Pour regarder, notamment, tu prends l'exemple de Jean-Philippe Mateta qui a réalisé une très belle saison l'année dernière à Le Havre. Oui, tout à fait. Mais après, ça dépendra de la volonté des dirigeants. Un autre aspect négatif du mercato lyonnais, c'est la présence des indésirables Mapou, Cornet et Ferry qui devaient être vendus ou qui auraient aimé partir de l'OL cet été, mais qui sont toujours là. Alors oui, tout à fait. Mapou, il devait signer en Turquie, à Bursaspor. Alors ça a été avorté à cause d'une visite médicale, je crois, ou d'un non-accord salarial. J'ai plus l'information en tête, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même un joueur qui a du potentiel. On l'a vu quand même, qui a été champion de France avec Montpellier et qui soit placardisé. International français aussi. Voilà, qui a été placardisé à l'OL. Et pour moi, c'est un des indésirables entre guillemets de l'OL qui méritait le plus d'être recruté par un autre club. On l'annonçait dans d'autres clubs de Ligue 1 à un moment, mais je sais pas pourquoi l'OL l'a pas vendu et lui a pas donné sa chance, sachant que à l'OL il fait plus rien. Alors Mapou joue en réserve et moi je vois souvent dans les interviews, il est souvent loué pour son exemplarité, souvent auprès des jeunes, voilà. Caméra dans CFA, mais c'est clair que pour un international, toujours un international français et un ancien joueur de la Roma, c'est vrai que ça fait quand même. Ça fait tâche. C'est assez triste pour lui. Ouais, tout à fait. Artus, tu as quelque chose à rajouter sur la présence toujours dans l'effectif lyonnais de Maxwell Cornet, qui a donc dû rester à la dernière minute suite à la blessure de Amin Gouiri ou de Jordan Ferry ou de Mapou? Pour Cornet, c'est différent parce qu'il est encore assez jeune tout de même. Mais pour Ferry et Mapou, ça commence à faire assez longtemps. Ils devaient partir. Ça doit faire au moins 2 mercato, je pense qu'ils auraient dû laisser leur place. Ils ont aussi un gros salaire, les deux. Donc,
Ouais, c'est pas forcément encore très très bien géré. C'est peut-être justement le salaire peut-être pour Mapou qui bloque aussi tout à fait. peut-être les offres. Mais moi, ce que je pense, surtout sur Ferry, je pense que Genesio, il a dû mettre son veto sur un éventuel transfert de Ferry, à moins que personne ne le voulait, mais je pense qu'il a dû mettre son veto parce que quand même, quand on regarde depuis l'ère Genesio, depuis qu'elle s'est ouverte après le départ de Fournier, Ferry, c'est quand même un peu le super sub de Genesio, quoi. Il le fait rentrer quasiment à tous les matchs et j'ai l'impression qu'il a une confiance aveugle en joueur. Alors nous, on voit bien en tant que supporter et d'analyste que voilà, c'est pas le remplaçant idéal pour l'OL qu'on aimerait voir. Mais bon, faut pas oublier quand même que il dispute quand même pas mal de matchs avec l'OL, même il est souvent remplaçant. Hein. Faut pas oublier, même si ça remonte, ses buts, son magnifique but, notamment à l'ouverture du Parc OL contre 3, qui est quand même sublime. Et je pense quand même que le joueur, il avait quand même un réel potentiel qui s'est pas développé. Après, c'est mon avis. Pour en revenir à Maxwell Cornet, donc Maxwell Cornet, c'est encore un jeune joueur, hein, seulement 21 ans. Et là, j'ai ses stats sur les 3 dernières saisons. En moyenne, c'est 36 matchs joués, en Ligue 1 en tout cas, et pour une moyenne de 7 buts. Donc c'est quelqu'un qui peut quand même apporter et qui est souvent choisi pour entrer sur le terrain et apporter une fraîcheur supplémentaire et qui peut apporter des bons services quand même à l'OM. Ah oui, tout à fait. Il peut apporter des services en tant que remplaçant, mais ouais, comme titulaire, c'est très très léger, je trouve. Alors ensuite, dans les autres aspects négatifs avant de passer à la seconde partie du mercato lyonnais, j'avais noté toujours l'absence d'une vraie doublure, d'un vrai bon gardien pour suppléer Anthony Lopez. On l'a vu la saison passée, Anthony Lopez donc a été suspendu et là encore cette saison, il a raté 2 matchs de Ligue 1. Personnellement, j'ai des doutes sur le niveau de Mathieu Gorgelin à la Ligue 1. Est-ce que pour vous, l'OL aurait dû recruter un deuxième gardien ou Mathieu Gorgelin fait le job tout simplement pour vous? Alors, pas forcément recruter un deuxième gardien, mais peut-être faire passer Ratiopi devant. À chaque fois que je l'ai vu jouer, en tout cas, je l'ai trouvé assez rassurant, contrairement à Gorgelin que je trouve vraiment mauvais. Anthony Ratiopi, donc, qui a été formé au SANC et qui est arrivé à l'OL il y a peu de temps, c'est ça? C'est ça, ouais. Et toi, Baptiste, ton avis sur ce sujet? Alors moi, j'ai aucun avis sur Ratiopi parce que je vais être honnête, j'ai jamais vu un match de sa part. Donc, mais Gorgelin, moi, pour ce qu'il a à faire au club, entre guillemets, s'il fait déjà un match par saison, c'est exceptionnel. Là, il a fait beaucoup de matchs à la suite de la suspension de Lopez par rapport aux événements à Marseille. Mais je pense que ouais, Gorgelin, il peut faire le job et sur un ou deux matchs de Ligue 1, de toute façon, on le voit, au pire, il fera un ou deux matchs de coupe en début de saison face aux petites équipes, mais sinon, Lopez, il va vite reprendre sa place de titulaire, quoi. Donc, pour moi, c'était pas un des postes à renforcer obligatoirement durant ce mercato estival. Et enfin, pour terminer sur cette première partie, on va s'attarder maintenant sur le cas du défenseur central. Alors, l'OL avait pisté plusieurs joueurs. Hein. Le Colombien Yeremina qui est parti à Everton, qui a d'ailleurs brillé à la Coupe du Monde en marquant quelques buts. Abdou Diallo, capitaine des espoirs, qui a préféré signer à Dortmund alors que Bruno Genesio et le staff lyonnais l'avaient rencontré pour un rendez-vous. Et également donc l'international portugais Ruben Dias du Benfica, qui a longtemps été la piste prioritaire pour la défense à l'OL. Et donc l'OL, au final, un peu frustré, s'est rabattu sur Jason Denayer. Comment, Artus, as-tu perçu ce choix de Jason Denayer? Et pour toi, est-ce que le recrutement de Jason Denayer est un choix par défaut? Je suis complètement d'accord avec toi. On a vraiment forcé sur Ruben Dias. Au final, on s'est un peu engominé. Un peu trop forcé peut-être. Ouais, un peu trop forcé. Et du coup, comme ils n'avaient pas de solution de recours, ils ont choisi Denayer. Donc, c'est un peu dommage. Après un choix par défaut, j'ai vu aussi un peu fort parce que Jason Denayer était un joueur qui était pisté pendant plusieurs saisons par l'Olympique Lyonnais. Florian Maurice l'a d'ailleurs expliqué à la présentation du joueur et les fans de l'OL le savent. C'était un nom qui revenait souvent lors des mercatos lyonnais. Ouais, on parle quand même d'un joueur qui a multiplié les prêts, qui a jamais eu une saison, à part peut-être au Celtic, une saison vraiment costaud où il leur a prouvé et
Ça me paraît un peu faible encore pour la Ligue des Champions et la Ligue 1. Baptiste, ton avis sur ce sujet? Alors, c'est vrai que Ruben Dias, c'est une vraie tristesse, hein, c'est de pas l'avoir eu, je pense, parce que c'était vraiment un joueur qui a un vrai potentiel. On l'a vu avec le Benfica et même avec la sélection portugaise. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Il a fait le choix de rester avec Benfica, qui va d'ailleurs peut-être être suspendu de toute compétition européenne par rapport à des problèmes financiers. Ça, c'est un autre sujet, mais il regrettera peut-être son choix, le défenseur. Mais maintenant, bon, on a Jason Denayer. Je pense qu'il faut faire avec. Pour moi, il a un vrai potentiel. C'est un jeune joueur, hein. Voilà, faut pas oublier que il était quand même à Manchester City. Hein. Manchester City, c'est peut-être pas imposé, mais en défense centrale, il y a du monde, hein, notamment Vincent Kompany, même s'il commence à être âgé, c'est quand même solide. Donc, Otamendi, voilà, voilà, de haut niveau. voilà, il y a du monde. Hein. Manchester City, c'est pas le même niveau que Lyon, quoi. Donc moi, je pense que Jason Deyer, il a vraiment sa place et que je pense qu'il peut vraiment avoir une complémentarité avec Marcelo qui peut être intéressante. Voilà, maintenant, Ruben Dias, les autres défenseurs, c'est du passé et projetons-nous sur Denayer, qui est pour moi peut-être une recrue par défaut, mais qui peut être une bonne recrue par défaut. Alors maintenant, on va passer au deuxième thème de la soirée, qui concerne le début de saison de l'Olympique Lyonnais. Alors, il y a eu cette défaite à Reims à l'extérieur. Il y a eu également cette dernière défaite au Groupama Stadium face à Nice sur le même score. L'OL qui a donc déjà enregistré 2 défaites en championnat, alors que la saison passée, Lyon n'avait perdu qu'à 6 reprises, toujours en Ligue 1. Donc, pour vous, je vais commencer par toi, Baptiste. Le début de saison de l'OL est-il un échec? Faut pas se voiler la face, bien sûr que ce début de saison reste un échec. Après, il faut pas comparer non plus les deux défaites. C'est vrai que match à Reims, c'était une défaite à l'extérieur. On a été complètement amorphe offensivement. On n'a vraiment pas été bon dans l'animation offensive, dans la transition de jeu. Bref, c'était d'une faiblesse technique, c'était affolant. Et comparé au match à Nice, faut quand même dire que le match à Nice, on les a dominés, quoi. L'OL était au-dessus tout le long. On a eu énormément d'actions de but. Certes, le seul point négatif qu'on pourra relever, ce serait ce manque de réalisme. Mais au final, Nice, ils ont eu un tir contré de Saint-Maximin par Marcelo. Et voilà, ça fait un 0. Nous, on n'a pas été réaliste. Donc, c'est 2 défaites qui font évidemment tâche. Mais je pense que quand même dans le jeu, si on s'améliore dans le réalisme, dans la transition de jeu, notamment entre le milieu de terrain et l'attaque, on peut faire une belle saison, mais plus trébucher face à des petites équipes comme on a l'habitude de le faire, quoi. D'ailleurs, Baptiste, comme tu l'as très bien dit, face à Nice, l'OL est tombé face à un gardien en feu. Hein, le Benitez, Voilà, le gardien argentin de Nice, a vraiment réalisé un match exceptionnel. Je crois même, si je ne m'abuse, qu'il a été élu homme du match, quoi, par différents sites. Comme quoi, on a vraiment eu affaire à un grand gardien. Lopez, sur notre but, pouvait rien faire. Voilà, c'est le foot. Des fois, ça paye pas. Des fois, ça peut arriver à n'importe qui. Mais voilà, faut relever la tête. Un bon match dès ce week-end. Et voilà, enchaîner les victoires et les bons résultats derrière. Lyon qui se déplacera à Caen samedi à 17h. Arcus, pour toi, le début de saison, même question de l'OL, est-il un échec? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Baptiste. C'est surtout que lorsqu'un club du standing de Lyon compte déjà 2 défaites après 4 journées, c'est forcément un échec. Surtout que c'est pas que si on était en pleine transition avec un changement de coach et un renouvellement complet de l'effectif, on avait quand même des bases, donc ouais, c'est vraiment un échec pour moi. Mais après, ça reste que 4 matchs, donc on verra comment se déroule la saison. Les Lyonnais doivent se reprendre dès ce week-end à Caen, car la Champions League commence et le rythme de jouer tous les 3 jours va débuter, et là, va falloir grappiller les points, hein, Baptiste. Ah bah tout à fait. Pour comparer par rapport à nos adversaires directs, qui sont notamment Monaco et Marseille, Marseille trébuche à Nîmes, Monaco fait pas un début de saison non plus très flamboyant, mais malgré la bonne performance de Marseille à Monaco, mais on va être 3 clubs, sans compter Paris, à enchaîner les matchs tous les 2 ou les 3 jours avec Marseille qui est en Europa League. Va vraiment pas falloir faire d'erreur, quoi. Va falloir être malin dans la composition d'équipe, dans la gestion des joueurs, dans la fatigue, et ça c'est à Genesio de le faire, quoi. Après
avoir confiance ou non en lui, ça c'est à chacun de faire son propre avis, mais va falloir vraiment être rigoureux sur ce point-là. Pour vous, est-ce qu'un retour en forme du capitaine Nabil Fekir peut tout changer? Ça avait déjà été le cas la saison dernière, quand il marque le but du déclic à Monaco. Donc oui, forcément, c'est un joueur qui va changer des matchs quand il est en pleine forme. Il est capable de tout. Donc c'est clair qu'un Fekir au haut niveau, ça change complètement l'équipe de jeu. Baptiste, ton avis là-dessus? Il est identique que celui d'Artus. C'est vrai que Fekir, c'est un créateur, donc on n'en a pas beaucoup, et dans le foot, il n'y en a pas énormément de créateurs. Il est capable d'un éclair de génie quand on ne l'attend pas. On peut se rappeler de son but du milieu de terrain, ou même tous les dribbles qu'il est capable de faire, ou ses coups francs. Donc bien sûr qu'un Nabil Fekir en forme, c'est souvent un Noël en forme. J'ai une question maintenant à vous poser. Sur le poste de latéral droit, l'OL a recruté l'année dernière Tété, jeune défenseur en provenance de l'Ajax Amsterdam, et a donc recruté cet été Léo Dubois, arrivé libre de Nantes. Léo Dubois qui était d'ailleurs le capitaine du FC Nantes lorsqu'il jouait au club. Il y a également Raphaël qui est là depuis plusieurs saisons maintenant et qui était la saison passée le titulaire à ce poste. Pour vous, Artus, Baptiste, qui doit être le titulaire au poste de latéral droit? Je vais commencer par toi, Baptiste. Alors, j'ai pas de réponse fixe, je suis désolé. Pour moi, Tété, malheureusement, c'est pas mon choix, mais je pense que Tété, il est un peu aux oubliettes. Mais c'est vrai que Tété avait une forte capacité de défensive et plus faible offensivement, et Raphaël était plus fort offensivement et plus faible défensivement. Ça dépend de ce qu'on cherche, et ça dépend aussi de l'adversaire contre qui on joue. Et c'est vrai que Léo Dubois, pour moi, il est assez complet, donc peut-être qu'il manque un peu parfois d'apport offensif, mais pour moi, la tête d'affiche du poste de latéral droit, ça reste Raphaël. Je pense pour moi, ça doit être le titulaire indiscutable, et pourquoi pas en numéro 2 en super sub, Léo Dubois, qui peut prétendre sur quelques matchs moins importants à un poste de titulaire. Tété qui a d'ailleurs brillé offensivement face à la France avec sa sélection en offrant une passe décisive. Artus, quelle est ta préférence sur ce poste? Et comme Baptiste, pour moi, c'est vraiment Raphaël. Il apporte offensivement contrairement aux deux. Et j'ai pas vraiment très bien compris pourquoi on avait recruté Dubois. Ouais, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est un choix qui interroge. L'année passée, l'OL a donc avait recruté Kenny Tété, qui est un jeune espoir, tout jeune, et Raphaël, qui est dans la force de l'âge à 29 ans. Voilà, les deux joueurs jouaient les matchs. Tété au début était titulaire, puis Raphaël a pris l'ascendant sur la fin de saison. Genesio a instauré tout de même un turnover sur les deux joueurs. Maintenant, pourquoi avoir recruté Léo Dubois? C'est vrai que c'est assez étonnant. On se retrouve aujourd'hui avec quand même 3 arrières droits pour un seul poste. C'est pas comme les défenseurs centraux ou les milieux de terrain où on peut en combiner ou s'adapter et en glisser un ou deux à des postes différents. Et c'est vrai que Dubois, si je me trompe pas, sur le dernier match ou l'avant-dernier match, je crois qu'il était même pas il était dans les tribunes, quoi. Donc est-ce que Dubois va vraiment avoir sa place, quoi? Donc on l'a eu gratuitement, heureusement, mais est-ce qu'il aura sa place dans le turnover? Moi personnellement, j'aimerais bien, mais c'est vrai que Tété est quand même un joueur assez complet et c'est un jeune espoir. On peut dire quand même qu'on a 3 joueurs d'un standing relativement correct malgré leur différence d'âge et leur différence de parcours pour un poste de latéral droit qui a souvent fait défaut et qui a souvent été le tendon d'Achille de l'Olympique Lyonnais. Après, une saison est longue, comme vous le savez bien, et Bruno Genesio pourrait, pourquoi pas, les semaines de Ligue des Champions, titulariser Raphaël lors des grosses affiches en Champions League, et pourquoi pas Léo Dubois ou Kenny Tété en championnat. Voilà, un turnover pourrait être introduit sur ce poste-là. Mais après, c'est clair que ça serait embêtant que, par exemple, Kenny Tété, qu'on voit très peu, voire jamais depuis le début de la saison, passe sa saison en réserve pour sa progression. C'est un jeune joueur avec du potentiel, je le répète, et ça serait quand même dommage qu'il passe sa saison en réserve. Trouve-moi un grand club européen qui a 3 arrière droits ou 3 arrière gauche. Je pense qu'il y en a très très peu. Je pense que c'est vraiment une erreur de la part de l'OL d'avoir gardé 3 arrière droits. Alors je sais pas, des opportunités qu'ils n'ont pas eu, des problèmes d'accords financiers. Mais je pense que c'est une très grosse erreur, et j'espère qu'il ne causera pas de tension au sein du vestiaire du club. Dernière question sur cette partie et sur ce début de championnat de la part de l'OL.
Quel système de jeu adopter pour les prochains matchs? Alors, le 4-2-3-1, le 4-3-3 ou le 4-4-2 losange, quelle est votre préférence? Mais surtout, on voit qu'offensivement, l'OL a beaucoup de joueurs, Martin Terrier, Moussa Dembélé, Bertrand Traoré, Nabil Fekir, Memphis Depay. Voilà, quel joueur vous faites titulaire selon vous et quel système l'OL doit-il adopter? J'ai commencé par toi, Artus. Pour ma part, je prendrais un 4-4-2 en losange. Ouais, quel joueur tu mettrais alors dans ton losange? Détaille ta compo. Alors, avec Souza, Aouar, Ndombele et Fekir, et Memphis et Dembélé devant. Je préfère prendre 4 joueurs au milieu de terrain, parce qu'on a vraiment des lacunes à ce niveau-là. Souvent, on se fait couper au milieu de terrain, il n'y a pas de lien entre l'attaque et le milieu. Donc, ça peut être préférable de prendre 4 joueurs pour faire ce lien-là. Donc tu partirais sur un 4-4-2 losange. Ouais. Et toi, Baptiste? Et ben moi je suis relativement d'accord avec comme compo type pareil un milieu diamant, mais après aussi ça dépendra de l'adversaire quoi. Est-ce que contre une équipe offensive très offensive comme City bientôt, on laisse le 4-4-2 losange et on se rabat pas plus sur un 4-3-3 quoi. Donc ça ce sera à voir, mais c'est vrai que du moins pour la Ligue 1 un 4-4-2 losange avec le même milieu que vient d'indiquer Artus. Après à voir sur nos choix d'attaquants, parce que moi en tant que titulaire je mettrais bien quand même Memphis Dembélé aussi, mais est-ce que Traoré va accepter pendant quelques matchs de se retrouver sur le banc quoi? Ça reste quand même un super joueur. Alors maintenant on va passer à la dernière partie de l'émission qui sera consacrée sur les matchs à venir, notamment le déplacement à Caen samedi en championnat à 17h à Caen. Et également l'autre déplacement du côté de Manchester face à City, mercredi soir à 21h pour l'ouverture de cette Champions League. On va déjà commencer par le premier match, donc ce déplacement à Caen. L'OL qui affronte l'OL 8e avec 4 points, qui affronte Caen 12e qui est également avec 4 points. Les Canets ont réalisé un début de saison assez mitigé avec une victoire, 2 nuls et une défaite. Caen qui a connu un gros bouleversement cet été avec un changement de coach. Voilà, Patrice Garand n'est plus le coach du Stade Malherbe. Et ce match sera également l'occasion de retrouvailles entre Claudio Beauvu et l'Olympique Lyonnais. Voilà, l'ex-attaquant guingampais a évolué 6 mois à Lyon. La fin de son histoire avec le club avait été assez compliquée. Et il était parti seulement après 6 mois. Il s'était même Beauvu était même pris en grippe par le public lyonnais. Ma question sur ce match, la première question sur ce match, faut-il craindre un match piège, Baptiste? Oui, je pense, parce que on connaît les difficultés de l'OL face aux petites équipes, que ce soit cette année face à Reims ou même les saisons précédentes. Quand peut avoir faim, parce que je pense que qu'ils jouent encore le maintien cette année, même s'ils annonçaient avoir des ambitions différentes. Et Beauvu, faut pas l'oublier, ça reste quand même un super joueur. Alors peut-être que l'OL c'était du trop haut niveau pour lui, mais faut quand même pas oublier le Beauvu de l'en avant quoi. C'est un buteur, il a joué l'Europa League et voilà, c'est pas n'importe quel attaquant pour la Ligue 1. Donc je pense qu'il faudra se méfier, être solide défensivement et voilà, être beaucoup plus réaliste offensivement avec en espérant une belle première prestation de Moussa Dembélé. Claudio Beauvu qui a d'ailleurs marqué pour son premier match sous les couleurs de son nouveau club à Caen. Plus faut-il craindre un match piège samedi à Caen? Pour moi, ça y ressemble en tout cas, parce que des 4 premiers matchs, les Canets ont laissé la possession à leur adversaire. Par exemple, j'ai une statistique, c'est que le maximum de possession qu'ils aient eu sur la 4 premiers matchs, c'était 38%. Ce match à Caen reflète vraiment un match piège. Bah, tout à fait, oui. Comme le disait Artus, c'est vrai que Caen, c'est à l'image de l'équipe de France, par exemple, qu'on a vu évoluer ces derniers temps, aime beaucoup laisser la possession à ses adversaires. Et je pense que ça peut vraiment être piège pour l'OL, parce que l'OL, je pense qu'ils ont vite tendance à s'endormir quand on a trop longtemps la balle et à pas déclencher quelque chose rapidement en attaque, quoi.
Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention et Prendre ce match au sérieux. voilà, tout à fait. Non, non, mais il n'y a pas de petit match. Je pense que si on part avec cette mentalité-là, on va vite se faire surprendre. Et vraiment, alors les joueurs le disent souvent, il faut prendre match par match, match par match. L'important c'est les 3 points. Et je pense qu'il faut vraiment prendre match par match, ne pas se projeter à City, ça peut être l'erreur. Vraiment se projeter au Stade Malherbe. Et après, une fois qu'on aura acquis la victoire, on se projette au match de Ligue des Champions de cette semaine. Arthus, tu parlais de la philosophie du nouvel entraîneur Canet, quelle est-elle? Mercadal, du coup, il a la volonté d'évoluer assez rapidement au contre. C'est un peu la même qu'on a, nous. C'est-à-dire qu'on va laisser un peu la possession à l'équipe adverse pour évoluer très vite en contre. Donc, on va affronter un bloc bas, ce qui ne réussit pas forcément. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça peut, enfin, ça a tout l'air en tout cas d'être un match piège. D'ailleurs, à ce propos, attendez-vous à une revue d'effectifs de la part de Bruno Genesio avant le début de la Champions League pour ce match à Caen, Baptiste? Pour moi, ce serait une erreur parce que oui, sérieusement, parce que je pense qu'en championnat, on n'est pas assez serein. Depuis le début de saison, on n'a pas assuré nos 4 matchs, donc je pense qu'on peut pas se permettre de faire une tourner notre effectif. On en parlera plus tard, mais honnêtement, je pense que à City, qu'on fasse tourner ou pas, on repartira avec 0 points, mais j'espère me tromper. Et je pense qu'il faut aligner une équipe type pour vraiment assurer les 3 points et pas commencer à perdre des points sur nos adversaires directs, quoi. Et aligner, alors Moussa Dembélé, je sais pas, est-ce qu'il va être en forme? Il a quand même joué avec les espoirs, donc je pense que oui. Bah, aligner directement le 11 type, et si on voit à partir de la 60e ou 70e, voire même avant, si ça se profile bien pour nous, on a déjà planté 1 ou 2 buts et qu'on est devant, là faire tourner l'effectif. Donc je rappelle, Caen-Lyon, samedi à 17h, l'OL qui est 8e avec 4 points, dont 2 défaites en 4 journées. Dernière question sur ce match, on en a parlé brièvement précédemment. Claudio Beauvu, ancien joueur de l'OL, peut-il jouer un mauvais tour à son ancien club? Arthus. Je pense que oui. Il a une soif de revanche par rapport aux supporters. Les deux c'était pris en grippe. On se rappelle, je sais pas si vous vous rappelez de sa célébration contre 3 de mémoire, où il va vers le coffre en faisant un signe. Et qui monte son nom assez distinctif, qui avait vraiment fâché le coffre. Du coup, oui, je pense que ça peut être. On se rappelle d'ailleurs des anciens joueurs qui ont marqué face à l'OL une fois transférés. Je pense notamment à Mehdi Zéphane avec le Stade Rennais ou à Yacine Bedzia plus récemment. Également Alassane Plea lorsque celui-ci évoluait à Nice. Voilà, c'est vraiment un cas fréquent en Ligue 1. Les anciens joueurs marquent souvent face à leur ancien club, tout simplement, Baptiste. Bah, Terrier récemment aussi qui a marqué contre Strasbourg. Et Terrier plus classe, qui n'avait pas célébré. Voilà. Contrairement à Benzia, Plea. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est. Je pense que oui, ça peut être un danger pour l'OL ce week-end. Il faudra vraiment faire attention. Alors, peut-être qu'il plantera pas, hein, peut-être qu'on trompe totalement. Mais c'est un élément important et une forte recrue pour le Stade Malherbe. Et il faudra être vigilant défensivement et peut-être aussi sur les coups de pied arrêtés. Maintenant, passons à l'autre match qui nous intéresse fortement, même un peu plus celui-ci. City OL, mercredi soir à 21h au stade de Manchester, à Manchester. Manchester qui a réalisé un bon début de saison sous les ordres de Pep Guardiola d'ailleurs. Pep Guardiola affrontera Pep Genesio, ce sera le Pep Psycho, hein, on peut l'appeler comme ça ce match-là, Baptiste. Tout à fait, Pep Psycho avec une petite pointe d'ironie. Tout à fait. On rappelle pour la petite histoire, Bruno Genesio qui a déclaré à Daniel Riolo dans une interview accordée à SFR Sport qui a 2 modèles, Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Et voilà, sur les réseaux sociaux, Bruno Genesio se fait surnommer Pep Genesio. Ma question plus sérieuse sur ce match, faut-il craindre une grosse défaite, tout simplement, face à un des cadors de Première Ligue qu'est Manchester City? Arthus. J'ai bien peur que oui. Que c'est vraiment un niveau dessus Manchester City et que ce soit au niveau des joueurs, de l'entraîneur, c'est une classe au-dessus et j'ai vraiment peur que ce soit une valise. Manchester City qui s'est d'ailleurs renforcé cet été avec l'arrivée de l'international algérien Riyad Mahrez, hein, Baptiste. Un nouveau renfort sur le plan offensif pour Pep Guardiola. Non, mais une super recrue pour le club, hein, faut pas oublier qu'il est quand même champion d'Angleterre avec Leicester. Donc oui, une super recrue, mais au-delà de lui, c'est vrai que City
c'était quand même un des favoris en Ligue des Champions la saison dernière. Champion d'Angleterre, ils volaient l'année dernière au-dessus du championnat anglais. Donc je pense que sans faire injure à l'OL, on est 15 niveaux en dessous de Manchester City encore, malgré ce qu'espère penser Monsieur Aulas. Mais j'espère qu'on se prendra pas une pilule, parce que ce serait quand même dommage d'entrer dans la Ligue des Champions avec en se prenant une tollée. Mais si on accroche déjà un match nul, c'est bien, mais honnêtement, va falloir croiser les doigts, même ceux des doigts de pied. Arthus, toi qui admire Pep Guardiola, cette saison Manchester City est-il un candidat clairement au titre pour la Champions? Bah oui, je pense que là ils ont vraiment les armes. Il y a surtout un changement que j'ai bien apprécié, c'est Bernardo Silva qui est passé au milieu central et ça apporte vraiment plus offensivement et je le trouve vraiment excellent dans cette position. Donc je pense qu'ils ont toutes les armes pour rivaliser avec les plus grandes équipes. Manchester City, un candidat très très sérieux. Manchester City qui a dans ses rangs également l'international français, champion du monde Benjamin Mendy, qui a quand même réalisé 4 passes décisives depuis le début de la saison, dont une nouvelle cette semaine pour Olivier Giroud. Voilà, Benjamin Mendy, on sait qu'il joue dans un rôle de piston sur le plan offensif et défensif. Enfin, ce sera un élément à surveiller, Baptiste Benjamin Mendy, de toute façon. De toute façon, je pense que ça va débouler de tous les côtés. Bien sûr, Benjamin Mendy, même s'il n'a pas été titulaire à la Coupe du Monde, ça reste quand même un super joueur. Il revient progressivement de sa blessure des croisés. Mais ouais, comme tu viens de le dire, 4 passes décisives depuis le début de saison, c'est pas rien. Donc il rentre avec les Bleus dernièrement, il réalise une passe décisive qui est quand même assez sublime pour Olivier Giroud pour face aux Pays-Bas qui nous permet de décrocher la victoire. Donc je pense que oui, c'est un élément fort de City, que ce soit défensivement, parce que c'est quand même solide défensivement, et offensivement, ça reste un super latéral arrière gauche. Autre nouveauté cette saison du côté de City, c'est la titularisation d'une doublette sur le plan offensif, Sergio Aguero et Gabriel Silva. Baptiste, pour toi, c'est par contre. Gabriel Jesus, pardon. Ouais. Merci Arthus. Baptiste, pour toi, ces deux-là font partie des meilleurs attaquants européens en Europe? Eh ben honnêtement, pas spécialement. Ça reste une. Alors c'est sûr, j'ai envie beaucoup City d'avoir ces deux attaquants-là. Moi, si on me les offre à Lyon, je le signe directement. Mais je pense que sur ce point-là, c'est pas les meilleurs au niveau européen. Pour moi, leur qualité est vraiment générale, c'est vraiment une qualité collective. Je pense que même au niveau, si on compare à Paris, par exemple, pour moi, le trio Neymar, Mbappé, Cavani est au-dessus de ces deux joueurs-là. Mais ça reste quand même du très très haut niveau. Gabriel Silva qui lui évolue à Saint-Etienne, c'est pas le même joueur, tu as bien fait de me corriger Arthus. Arthus, pour toi, est-ce qu'il y a un joueur à surveiller davantage que les autres du côté de City pour mercredi? Leroy Sané, Bernardo Silva, Sterling, voilà, quel est le joueur pour toi à surveiller mercredi? Bah, malheureusement, je pense qu'il n'y en aura pas qu'un seul. Mais Mendy, déjà, oui, qui a vraiment une place très très importante au sein du collectif. Et puis, bah oui, tous les joueurs, parce qu'il y a vraiment, c'est une équipe de très très grande qualité. Donc, c'est très difficile, je pense. Eh bien, messieurs, merci à vous. C'est terminé pour aujourd'hui, pour cette première du Social Gone Show. C'était un plaisir en tout cas d'avoir partagé ces 50 minutes quasiment avec vous en votre compagnie. Voilà, l'actu de l'Olympique Lyonnais est chargée avec ce déplacement samedi à Caen et cet autre déplacement mercredi du côté de City. Voilà, merci messieurs, merci Baptiste. Merci Hugo, merci Arthus. Merci Arthus. Merci Hugo, merci Baptiste. On vous retrouve très vite à Social Gone, notamment Baptiste, tu as un article qui va bientôt paraître, est-ce que tu peux nous en expliquer un peu? Voilà, c'est une petite présentation comme j'avais fait sur Martin Terrier. Qui a d'ailleurs été retweeté par Jean-Michel Aulas, non, sans prétention, c'est une bonne nouvelle, en espérant qu'il a apprécié l'article. Mais voilà, un petit portrait de Jason Denayer qui est arrivé donc, cet été et retracer un peu son début de carrière et son passage en sélection belge. Arthus, toi tu as rédigé récemment un article sur Olivier Kemen. Pour toi, Olivier Kemen, rapidement, peut s'imposer à Lyon ou pas? Quel est son parcours? Il a un parcours
pro. Il est parti très tôt en Angleterre, en fait, à Newcastle, à l'âge de 16 ans. Ensuite, il est arrivé à Lyon en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Après, il a fait 2 prêts successifs au Gazélec et puis là, il est un peu cotonné à la réserve. Alors que l'année dernière, on lui avait promis une place. Enfin, Genesio et Patif, de mémoire, lui avaient promis une place. Et pour l'instant, enfin, sa saison a démarré le 8 septembre. Donc c'est pas hyper bien parti pour lui, je pense. Merci Artus, merci à toi aussi Baptiste. On se retrouve très vite à Social Gone pour une nouvelle émission. Peut-être la semaine prochaine, on va essayer en tout cas de rendre cette émission réalisable chaque semaine avec la présence de nouveaux invités, de nouveaux rédacteurs. Voilà, en tout cas, je vous remercie les gars pour cette première. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et également à la partager. On se retrouve très vite. N'hésitez pas également à interagir sur les réseaux en utilisant le hashtag SocialGoneShow. Je vous remercie. À très vite Baptiste, à très vite Artus. Merci, à très vite.